me fait très plaisir, d'autant plus que je vois plein de visages connus. Je connais Eric depuis assez longtemps, et puis aussi Denis, qui a toujours été très proche, Denis Père, de nos sujets à la Fondation IFRAP, qui nous a aidés, qui nous a aiguillés. On a travaillé ensemble sur pas mal de choses, bien avant qu'il ait l'idée de nos citoyens. Je me souviens de réunions à l'Assemblée nationale, au Sénat, à Bercy, avec lui pour essayer de mettre l'ISF au service de l'emploi. Et à l'époque, on nous disait, mais vous êtes complètement fous, ça passera jamais en France, une mesure qui permet de déduire de son ISF à payer les investissements en capital dans des PME ou des TPE. Et puis, on y était allé avec Denis, avec pas mal d'entrepreneurs, et finalement, aujourd'hui, c'est dans la loi. Alors, c'est pas parfait, mais au moins, c'est une petite part de liberté qu'on a réussi à conquérir face au dogmatisme de nos amis de Bercy. Voilà, donc ça me fait penser à plein de combats que nous avons menés ces dernières années. Et donc, pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici ce soir. Donc, je vais être assez rapide pour faire un petit point à la fois sur mon engagement à la Fondation IFRAP, que vous connaissez pour la plupart, hein, qui est aujourd'hui reconnu d'utilité publique par le Conseil d'État, par décret. Ça a été là aussi toute une bataille que tout le monde m'annonçait absolument perdue d'avance. Mais enfin, Agnès, comment veux-tu que le Conseil d'État reconnaisse que l'IFRAP, qui critique la gestion publique, vous reconnaisse comme d'utilité publique? Et puis, j'aurais répondu, très bien, mais si on n'essaie pas, on ne saura pas. Donc, voilà, on a réussi à réunir le 1 million d'euros qu'il fallait à l'époque. Heureusement, maintenant ça a augmenté, c'est 1,5 million. Donc le 1 million d'euros pour être reconnu d'utilité publique. On a réuni beaucoup de personnes autour de nous qui ne sont pas forcément des très très riches, hein, mais qui ont parfois mis 30 000, 50 000, 100 000 euros pour permettre que cette aventure de l'IFRAP continue. Et donc on est très attachés à rester financé uniquement par des dons privés et par beaucoup d'individus, de personnes physiques. 90% de notre budget de dons, eh bien, c'est issu de la générosité du public. Seulement 10% des entreprises, et évidemment, nous avons refusé il n'y a pas très longtemps la réserve parlementaire. D'ailleurs, ils n'avaient pas compris dans Libération et dans l'Humanité qu'on l'avait refusé, donc ils ont fait tout un papier pour dire... Bon, bref, mais donc voilà, on est très attaché à notre indépendance de parole, même vis-à-vis des lobbies privés, c'est très important pour nous. Et donc on n'intervient jamais sur commande, on ne permet pas d'intervention sur ce qu'on pourrait appeler, c'est un bien grand mot, mais notre ligne de recherche et notre ligne éditoriale. Voilà, on est très jaloux de cette indépendance et on va la conserver. Parce que l'idée, c'est pas forcément de faire la plus énorme fondation possible, mais surtout la plus indépendante possible, et donc de continuer dans cette trajectoire qu'on s'est fixée avec notre petite revue Société Civile, nos petits bras, et puis notre agilité, et l'idée que, oui, on a peut-être qu'1 million d'euros de budget annuel, mais c'est déjà beaucoup, et on peut faire beaucoup de choses avec. Voilà, donc ce dernier livre, c'est aussi une grande aventure en soi. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec l'idée de lister tous les handicaps qui empêchent la France d'avancer. Et l'idée aussi de continuer, hein, c'est tout à fait le thème de ce soir, à démontrer en permanence que réduire la dépense publique est possible, simplement il faut le vouloir. Donc c'était déjà un petit peu le message de mon livre 60 milliards d'économies. Mais là, j'ai voulu creuser en montrant vraiment et en chiffrant toutes ces spécificités françaises que certains appellent notre exception culturelle, et que nous, on pourrait dire que c'est un petit peu nos handicaps supplémentaires qui font que on ne renoue pas avec la croissance, qu'on ne crée pas plus d'emplois, etc. Parce qu'il faut bien savoir, bien comprendre qu'on a deux fils directeurs dans notre réflexion à l'IFRAP, hein, qui sont importants. C'est d'un côté, bien sûr, l'équilibre des comptes publics,
mais de l'autre, la question de créer des entreprises et des emplois marchands. Et tout ça est absolument connecté. Hein. Et je crois que ce qui fait aussi notre spécificité aujourd'hui et ce qui explique aussi l'engouement qu'il peut y avoir autour de nos études en ce moment, c'est, je pense, très lié au fait qu'on ait une vision un peu plus globale que la plupart des intervenants sur ces sujets. Et donc on a beaucoup travaillé ces dernières années, hein, ça ne vient pas tout seul. On a énormément travaillé pour essayer de comprendre d'où venait justement le fait qu'on n'arrivait pas à sortir la France de ce déficit chronique, de cette dette qui augmente et de ce chômage qui s'amplifie. Alors le premier chapitre, évidemment, c'est un chapitre très important, c'est celui consacré aux impôts, taxes et cotisations. J'ai choisi vraiment sciemment d'en faire le premier chapitre. Pourquoi? Parce que j'étais absolument atterrée des réponses que j'ai eues quand j'ai commencé à demander la liste exhaustive des taxes, impôts et cotisations qui existent dans notre pays, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune liste de la totalité des taxes, impôts et cotisations qui existent chez nous. Et ça m'a quand même beaucoup étonnée dans la mesure où je pensais vraiment que quelque part il y avait dans une administration un recensement qui avait pu se faire, ou qui aurait dû se faire. Donc on est reparti là aussi avec nos petits tableurs pour essayer de reconstituer la liste. Et ce qui a été le plus étonnant, c'est d'arriver à 360 impôts, taxes et cotisations, ce qu'on n'attendait pas du tout. Hein. On pensait tomber sur 170, 150, 180, mais pas du tout aux chiffres incroyables que nous avons découverts. Et je crois d'ailleurs que ça a été en partie ce qui a fait un peu, comme on dit, entre guillemets, le buzz sur ce livre, c'est vraiment ce chiffre-là. Enfin, en tout cas, même pas mal d'économistes m'en ont parlé en disant bah, « Dis donc Agnès, ton chiffre là, de 360, ça nous scotche, on n'en revient pas. » Voilà. Après, j'ai voulu aussi montrer que dans tous les chapitres, qu'on est dans un pays où on accumule. Alors ça se voit sur les taxes, mais ça se voit sur les aides sociales, ça se voit sur les élus, ça se voit sur les agents, ça se voit sur les normes, ça se voit sur les lois, sur les pages du code du travail, etc. Et on ne supprime jamais et on rajoute en permanence. Et ça se voit spécialement aussi sur les collectivités locales, parce que ça a été un sujet très important ces derniers mois. On a été beaucoup engagé sur ces questions, toute l'équipe de l'IFRAP avec moi, et notamment au moment de la réforme de la carte régionale, de la réflexion sur les compétences, etc. Et c'est aussi un sujet qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question de la répartition des compétences. Parce qu'on ne peut pas baisser la dépense publique si on ne sait pas qui fait quoi et si on ne remet pas un peu d'ordre dans tout ça. Alors je pense que c'est un message qui commence à passer parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions là-dessus, parce qu'on a été beaucoup repris sur ces questions, mais néanmoins, ce qu'on a pu voir sur la réforme territoriale qui était un peu dans cette idée justement de spécialiser un peu plus les différents échelons, notamment les régions et les départements, avec à un moment la volonté, très vite abandonnée, de supprimer l'échelon départemental, on voit qu'il y a quand même un échec là-dessus, hein, clairement. Parce que la petite part de meilleure distribution des rôles qui était de faire basculer la gestion des collèges vers les régions qui gèrent déjà les lycées et la voirie des collèges vers les régions, clairement on a échoué. Ça demandait de faire passer à peu près 100 000 agents de l'échelon départemental à l'échelon régional. C'était pour les départements un tiers de leurs agents qui permutaient d'un étage à l'autre. Ça, on ne l'a pas forcément identifié comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire perdre un tiers des agents, perdre potentiellement la plupart des missions qui ne sont pas les missions du social, sachant que les missions du social, elles sont aussi en concurrence avec les caisses d'allocation familiale, avec les centres communaux d'action sociale, et qu'à terme, là aussi, il va falloir réorganiser. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que aussi bien la majorité que l'opposition, notamment l'opposition au Sénat, se sont tout à fait mis en travers du chemin de cette meilleure répartition des compétences. Et on ne pourra pas faire baisser la dépense publique tant qu'on n'aura pas, et c'est l'objectif numéro 1 que j'ai mis en annexe du livre, parce que j'ai fait 15 propositions, mais pas de réforme, parce que le mot réforme, il a tellement été usé, tellement
malmenés, maltraités, que je préfère dire objectifs à atteindre. Dans ces 15 objectifs à atteindre, le premier, c'est vraiment cette réorganisation. Ça demande que l'État abandonne des missions aussi. Dernièrement, on a entendu le Premier ministre dire qu'ils avaient eu tort de baisser le budget de la culture, mais en réalité, le budget de la culture, il est dans les plus hauts en pourcentage du PIB par rapport aux pays comparables, et il est plutôt de 21 milliards. En réalité, on ne sait pas exactement de combien, parce que quand vous additionnez ce que dépensent les collectivités locales et ce que dépense l'État, on est à beaucoup plus que ce à quoi pense le Premier ministre. Donc là aussi, il y a un problème. On est sur des statistiques pour les dépenses des collectivités locales, parce que c'est très difficile à identifier dans les communes et dans les intercommunalités. On est sur des chiffres qui datent de 2010, hein, par exemple. C'est très intéressant ce sujet de la culture, parce que là, on voit que l'État intervient, les régions interviennent, les départements interviennent, les intercommunalités interviennent, les communes interviennent. Donc tous les échelons sont capables d'investir au jour le jour dans la culture, et on voit ce qu'on voit à Marseille avec un musée qui est le MUSEM, qui est concurrent de la Villa Méditerranée, l'un financé par la région pour la Villa Méditerranée, qui a d'ailleurs changé de nom suite à mon bouquin, hein, parce qu'il s'appelait au départ CEREM, et puis comme ça ressemblait trop à MUSEM, bon, je l'ai tellement répété dans 60 milliards d'économies, et je leur avais envoyé aussi les équipes de C'est dans l'air pour faire un petit reportage, et donc résultat ils ont changé de nom après, et c'est des millions d'euros dépensés à créer des buildings pour faire plaisir. C'est très beau architecturalement, il n'y a rien à dire, mais bon, c'est à 200 mètres l'un de l'autre néanmoins, et on est sur les mêmes objectifs mais pas financés par les mêmes échelons. Donc là, c'est moi ce que j'appelle cette espèce de surcoût, hein, de nos services publics, hein, que connaissent bien les experts de l'OCDE, c'est-à-dire environ 60 milliards de surcoût, hein, quand la majorité, enfin la moyenne des pays européens sont à un peu moins de 25% du PIB en coût de production des services publics, ben nous on est presque à 28, donc ben, l'écart c'est ces 60 milliards de surcoût qu'on a chaque année pour produire nos services publics. Alors évidemment, le sujet n'est pas de supprimer nos services publics, évidemment. Mais le sujet, c'est d'avoir des services publics de qualité pour le prix qui soit le prix compétitif. Parce que on parle beaucoup de la compétitivité de nos entreprises, mais on ne parle jamais de la compétitivité de la sphère publique. Et ça, je trouve qu'il est impossible d'avoir des entreprises compétitives si vous n'avez pas une sphère publique en face compétitive. Parce que le coût de la sphère publique, il est payé de toute façon par les entreprises et par les ménages. Donc de toute façon, vous retrouvez à un moment ou à un autre ce manque de compétitivité. Et on est complètement liés les uns aux autres sur cette question. Donc ça commence à avancer comme sujet, hein. Même le gouvernement actuel se préoccupe, hein, de la baisse des charges, de la compétitivité des entreprises, mais c'est un peu une pensée qui est déconnectée de la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils ne disent bon bah alors comme je le propose dans le livre, on va fusionner les communes et les intercommunalités, on va mutualiser, on va stopper les embauches, on va embaucher maintenant que sous contrat de droit privé, on va se poser la question de qui doit gérer l'éducation, et certainement pas au niveau central mais au niveau local comme dans la plupart des pays. Donc on n'est pas encore dans la réflexion de ce qu'on pourrait appeler la réelle modernisation de l'action publique. Alors aujourd'hui il y a une direction qui s'occupe de ça, hein, le SGMAP, qu'on a rencontré, qui change d'ailleurs souvent de personnes pour s'en occuper, donc ça prouve aussi le manque de continuité aussi dans l'action publique là-dessus. C'est la suite de la révision générale des politiques publiques, mais ni les uns ni les autres n'ont réussi à donner un chemin, une direction pour cette réorganisation publique qui n'est pas, on ne peut pas en faire l'économie, on est obligé de passer par là. Il n'y a pas de possible baisse de la dépense publique si on n'a pas cette réflexion de que doit abandonner comme mission l'État, que doit faire chaque échelon, combien on veut de communes au total,
Est-ce qu'on garde les départements, est-ce qu'on les supprime, qu'est-ce qu'on fait gérer par les régions, et si on leur fait gérer l'éducation au niveau local comme le font les Länder allemands, ben, très bien. Là, ça permet aussi de sortir des débats stériles type réforme du collège qu'on a à l'heure actuelle. Si les zones frontalières ont envie de faire que des classes bilingues dans les collèges, et ben, très bien, notamment là en Alsace, s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. C'est aussi une question d'être en adéquation avec la demande des citoyens, les besoins territoriaux, et ça, aujourd'hui, on en est encore très loin, parce que finalement, l'État ne veut pas lâcher de pouvoir. Donc il fait semblant de décentraliser tout en conservant une partie de pouvoir sur chaque politique publique. Et de leur côté, les collectivités locales veulent imiter l'État et donc intervenir dans tous les domaines. Et voilà le problème d'origine, et on le voit en ce moment avec la nouvelle carte aussi des régions. On voit très bien que même l'État lui-même, qui a été à l'origine du redécoupage de la carte des régions, a du mal à fusionner ces directions déconcentrées dans les territoires. Et c'est assez symptomatique, c'est-à-dire en gros, on demande de faire quelque chose aux autres, mais on a du mal à le faire soi-même. Donc dans les années qui viennent, moi j'ai beaucoup d'espoir que toutes ces idées-là passent, parce que le problème du chômage se fait de plus en plus crucial, qu'il y a une prise de conscience importante. Je sors d'un débat là sur les 35 heures à l'hôpital. Je pense que même des gens comme Martin Hirsch ont compris qu'on ne peut pas garder cette organisation qui aujourd'hui génère des tas de RTT, un absentéisme incroyable dans nos collectivités locales, dans nos hôpitaux, qu'on a un problème pour manager les équipes publiques, on a un problème d'autonomie aussi, hein, même la Fédération hospitalière de France qui chapeaute l'ensemble de nos hôpitaux publics le dit, plus d'autonomie pour les directeurs d'hôpitaux, moins de contraintes avec le statut de la fonction publique hospitalière. Même les gestionnaires publics ne demandent que ça aujourd'hui. Donc il y a une prise de conscience énorme à l'intérieur du système, une attente incroyable des Français. Moi, je fais des déplacements là toutes les semaines partout en France, et y compris aussi un peu à l'étranger. Et il y a une attente des Français qui est absolument considérable sur ces questions, au-delà de tout engagement militant, politique. Ils ont envie de savoir, ils ont envie de comprendre, et donc je crois qu'on est en train de vivre un tournant. Bon, ce livre a un petit succès, bon, c'est déjà bien, mais il va falloir aller encore plus loin et encore plus dans la pédagogie. Voilà, ce que j'essaye de faire avec ce livre, avec la Fondation IFRAP, c'est d'expliquer. Alors on peut dire que c'est parfois un peu simpliste, mais avec le plus de simplicité possible, même s'il y a quand même beaucoup de chiffres, hein, ce que me dit toujours mon éditeur, ouais, beaux chiffres. Et encore, il m'en a enlevé énormément, hein, il a coupé 60 pages du livre, hein, donc bon, c'était un crève-cœur évidemment. Mais voilà, il y a toute une pédagogie à faire en expliquant, en travaillant sur le fond, en avançant sur ces idées, par exemple, toutes simples, qu'on ne peut pas continuer à avoir 618 000 élus et même plus en France quand on en a 24 000 au Royaume-Uni pour à peu près la même population. C'est des choses toutes bêtes comme ça, vous voyez, mais qui font mouche aussi. C'est-à-dire, si on a autant de dépenses publiques, c'est aussi parce qu'on a beaucoup d'élus qui embauchent beaucoup d'agents, qui créent qui ont beaucoup d'idées de nouvelles dépenses pour faire plaisir à leurs citoyens pas toujours contribuables. Et à la fin, il y a une vraie question qui se pose sur la pérennité et la stabilité du système. Donc je vais m'arrêter là parce que c'était un propos liminaire qui voulait un peu vous donner la démarche. Moi je suis convaincue qu'on peut baisser la dépense publique dans ce pays, qu'on va y arriver, qu'on va mettre la pression sur les différents gouvernements, et qu'il ne faut pas lâcher sur les chiffres, qu'il faut être toujours, je dirais, entre guillemets, au taquet sur les différents projets de loi de finances, sur les bilans sociaux. Nous, on récupère tous les bilans sociaux des collectivités locales, on est en train de récupérer les bilans sociaux des hôpitaux, pour montrer
l'écart entre ce qui serait de la bonne gestion et ce qui se passe réellement sur le terrain. Ne pas être dans l'attaque personnelle, etc. C'est le système qui n'est pas bon et qu'il faut faire évoluer. Et pour moi, il y a une vraie attente qui s'est créée, notamment avec l'augmentation de la fiscalité ces dernières années, et avec l'idée que je crois chaque Français commence à avoir en tête, c'est quand je mets 1 euro dans la machine, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois que là, il y a des choses qui passent plus, on l'a vu sur l'affaire de l'INA là, dernièrement. Voilà, c'est des choses qui étaient acceptées précédemment et qui ne passent plus aujourd'hui. Il est clair que nous, on s'appuie beaucoup chez nos citoyens sur les études de l'IFRAP, qui sont pour nous une très belle mise en visibilité des problèmes, qui sont pour nous une bonne évaluation de la situation. Et ensuite, la responsabilité du politique, c'est de savoir après qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Parce que c'est vrai que quand j'entends répartition des compétences, bah oui, on va supprimer la clause générale de compétences, a dit M. Valls, mais encore faut-il le mettre en œuvre et regarder ce que ça implique. Quand on dit objectif à atteindre, réorganisation de l'État, oui, on est parfaitement d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait? Comment on fait alors que depuis en gros 1945, ça commence à faire un bail, on a mis en place ce que j'appelle la stratégie de la paresse. La stratégie de la paresse, c'est quoi? C'est entre 45 et 74, il y a de l'argent qui coule à flot parce qu'on reconstruit, et donc chaque revendication est payée cash. Et on ne s'accommode pas de chercher à optimiser quoi que ce soit, il faut donner du sens à des gens qui sortent de la guerre et il faut reconstruire. Donc on a les moyens en plus. 74, choc pétrolier, Agnès le disait, ou bien Vianney le disait tout à l'heure, on n'a plus d'équilibre budgétaire depuis. On a continué à revendiquer, parce que la paresse aidant, bah, on revendique, on aime bien les avantages acquis, et ben on a financé tout ça à crédit. Et tous les gouvernements ont financé ça à crédit. On parlait de la dette, hein, n'oublions pas que le gouvernement Sarkozy a augmenté la dette de 400, 600 milliards. Hein, 600 milliards, c'est ça, 600 milliards d'euros, avec un verbatim qui me semble toujours incroyable quand il raconte, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, quand il y a la crise en 2008, on ne peut pas s'amuser à déstabiliser le corps social en faisant des réformes. Bon, l'Espagne l'a fait, hein, et on voit où ils en sont aujourd'hui. Donc on a continué la stratégie de la paresse et on l'a financé à crédit. Sauf qu'aujourd'hui on arrive au mur de la dette, les 2000 milliards, et on continue à avoir la stratégie de la paresse et on n'a plus de solution. Et c'est là qu'on se dit que quelque part il faut réagir, parce que quand il n'y a plus de solution et qu'il continue à y avoir des revendications, ça crée des tensions, ça crée une crise de sens, ça crée une crise de confiance, et tout le monde est déboussolé, on ne sait plus quoi faire. Donc nous, en fait, chez nous citoyens, ce qu'on a décidé, en s'appuyant sur des gens comme Agnès, et leur bonne volonté de vouloir faire en sorte de faire avancer la France en mettant les choses en visibilité, c'est de mettre ça en musique sur quelque chose qui soit réaliste. Pourquoi on n'a pas fait ce que l'on doit faire et ce qu'Agnès décrit qu'il faudrait faire? Parce que la stratégie de la paresse conduit à faire le mot magique qui a été employé tout à l'heure, l'empilement. On empile partout. Et comme on empile partout, on gaspille partout. L'empilement, ça a une vertu, c'est que ça invite à la non-remise en cause. Quand vous empilez, bah, personne ne remet rien en cause. Ceux qui existaient existent toujours, et puis les nouveaux ont un poste qu'ils n'avaient pas, donc c'est chouette. Alors que optimiser ou changer ou transformer, nous on ne parle pas d'objectifs à atteindre chez nous citoyens, on parle de transformation. On ne parle pas de réforme, on parle de transformation. Quand on transforme, quand on optimise, on supprime. Et supprimer, il faut avoir du courage pour supprimer, parce que derrière il y a des gens, il y a des humains, il y a des vies. Et ces vies-là, il ne faut pas qu'on les supprime en même temps. Il faut qu'on leur donne d'autres raisons d'espérer, il faut qu'on leur donne un projet. Nous citoyens, c'est ça. C'est comment on fait en sorte que les gens se lèvent, revendiquent le fait que c'est insupportable ce qui arrive, et qu'on mette en place un plan de transformation qui soit cohérent en prenant en compte le destin des gens. Alors c'est facile à dire, hein, c'est des mots. Moi je vous dis, j'en parle avec une grande facilité parce que mon profil à moi, c'est je suis un chef d'entreprise. J'ai créé une entreprise de conseil qui pendant une quinzaine d'années a fait de la transformation d'entreprise. On a travaillé avec la fameuse SGMAP. Je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes. J'ai réformé le Pôle emploi belge et je vous rassure, le Pôle emploi belge n'a rien à envier avec le Pôle emploi français. Hein, donc ça c'est très clair. Donc chez nous citoyens,
j'en suis un des exemples, on essaie de s'appuyer sur des gens qui ont fait. Quelle est la caractéristique commune, vous avez bien trouvé une, entre Sarkozy et Benoît Hamon? Eh oui, ils ont quelque chose en commun, ces deux-là. C'est que ni l'un ni l'autre n'ont jamais rien fait d'autre que de la politique. La politique ne donne pas de la compétence pour faire. Elle donne de la gestion du rapport de force, elle donne de la capacité à faire de la vision peut-être, elle donne une capacité à dire, beaucoup à écraser aussi, mais très peu à faire. Nous, on va s'appuyer sur des gens qui ont fait, qui savent faire, qui ont déjà transformé. Chez nous citoyens, vous avez une centaine d'experts qui travaillent dans différentes commissions, et avec Agnès, on a passé un certain nombre de soirées sur ce type de commission avant le lancement du mouvement officiel en 2013, pour faire en sorte que sur les grands sujets, on fasse des recommandations avec un plan de transformation. Et c'est là où je vais m'arrêter, c'est une question que je vais poser à Agnès, comment dans son livre et dans ses études, elle prend en compte une donnée clé dans la capacité à faire, c'est le temps. Le problème de la transformation, c'est le temps, c'est la temporalité. Le problème de la société civile par rapport à la société politique, c'est que le temps n'a pas le même coût quand vous êtes dans le privé que quand vous êtes dans le public. Le temps n'a pas le même impact quand vous n'avez pas d'ambition politique que quand vous avez une ambition politique. Et donc il faut qu'on commence par réformer la vie publique pour que le courage politique s'accommode du temps. Aujourd'hui, on ne fait pas de réforme, notamment parce que dans 4 ans, on va peut-être se faire réélire. Schröder, en Allemagne, il ne s'est pas fait réélire. Sa réforme a mis 5 ans, 8 ans à produire des effets. C'est d'ailleurs quelqu'un de la société civile, le DRH de Volkswagen, qui en a été l'inspirateur. Transformation du marché du travail qui a permis à l'Allemagne de repartir très fortement. Moi, je suis d'accord avec Agnès, on peut réformer les dépenses publiques. Beaucoup de pays l'ont fait. Alors, on va nous dire, oui, mais ce sont les autres. Les Français, c'est pas pareil. Mais il n'y a pas de fatalité, en fait. Chacun d'entre nous, c'est comme nous, citoyens, vous n'y arriverez jamais. Moi, ce que je dis toujours aux gens qui sont dans la salle quand je les vois, mais on n'y arrivera pas si vous n'êtes pas avec nous. Chacun est maître de son petit bulletin. On sera au régional, donc vous aurez l'occasion de vous exprimer. Mais ça, par rapport aux travaux de l'IFRAP, cette notion de temps qui est une notion très difficile, un Hollande, il a été élu sur un mensonge. Le changement, c'est jamais maintenant. Le changement, c'est demain si on commence maintenant. En donnant quelques gages. D'accord? Donc cette temporalité qui nécessite de prendre en compte le fait qu'il faut aider les gens et les accompagner dans cette transformation, leur donner un projet et un destin à vivre pour qu'ils vivent bien ce changement, ça nécessite du temps. Et donc dans les travaux de l'IFRAP, je voudrais savoir comment on prend en compte le temps. Déjà, ma vision des choses et celle de l'IFRAP, c'est d'imaginer comment on arrive à convaincre l'opinion publique. C'est-à-dire, le politique, pour moi, il n'est pas courageux par définition. Il n'a pas envie de bouger s'il ne sent pas qu'il est porté par une opinion publique qui est favorable aux réformes. Et ces dernières années, on pouvait considérer qu'il y avait quand même plus de personnes hostiles aux réformes que pour les réformes. Donc tout le travail de l'IFRAP, ça a été d'expliquer quelles étaient les réformes à faire, ce qui se passait concrètement, comment étaient gérés les deniers publics, quel est le taux d'absentéisme dans votre commune, dans votre département, est-ce que les agents y travaillent 35 heures, est-ce qu'ils sont à moins de 35 heures, voilà, des choses concrètes qui permettent de comparer aussi avec les autres régions, les autres départements, les autres communes, et comme ça de voir si les frais de gestion, les frais de fonctionnement, les taux d'impôt sont plus élevés, sont moins élevés, etc. Donc éduquer aussi au maximum que nous pouvons cette opinion publique pour que le politique derrière se dise « Ah ben attends, là ils sont prêts à des réformes ». Donc derrière, le problème c'est la question du programme. Le programme politique, vous l'avez évoqué un peu Eric, c'est le programme de François Hollande qui dit on va remettre la retraite à 60 ans. Normalement, on ne devrait plus pouvoir proposer la retraite à 60 ans dans notre pays, c'est impossible, parce qu'on est sur une démographie qui veut qu'on aille vers 60 ans, vers 65 ans, vers 67, et plus dans les années qui viennent. Problème, on est dans un déni de réalité. Donc il faut que l'opinion publique
soit dans la compréhension de ces enjeux et pas dans une idée de réenchantement du rêve français où on dirait juste quelque chose qui est sympathique parce que tout le monde aurait envie de travailler moins, mais qui n'est pas réalisable financièrement, budgétairement, et qui forcément va nous emmener dans une situation d'impasse totale où les retraites des générations qui aujourd'hui cotisent et qui sont les plus jeunes et qui vont arriver sur le marché du travail se retrouveraient à avoir un taux de remplacement à 20%, voire à encore moins. Donc c'est toute cette explication permanente qu'il faut faire. Et sur les programmes, moi ce que je constate, c'est que sur les dernières présidentielles, on n'a jamais eu de vrais questionnements, même en 2007. Moi j'ai beaucoup suivi la campagne et on a pas mal participé aux travaux de réflexion de la campagne de 2007. Il n'y avait pas de fil conducteur finalement de où on veut emmener les Français, où est-ce qu'on les emmène, qu'est-ce qu'on leur propose, parce que c'est pas juste baisser la dépense publique qu'on leur propose, c'est arriver à créer plus d'entreprises, plus d'emplois marchands, à libérer aussi les énergies en baissant les contraintes du Code du travail, en diminuant le nombre de taxes, en baissant les prélèvements obligatoires, mais tout ça, ça doit faire partie d'un projet cohérent, une vision, c'est-à-dire que cette vision, elle doit être explicitée, ça ne doit pas être juste des slogans qui sont mis les uns à côté des autres et qui peuvent plaire plus ou moins à tout le monde, mais ça doit être un peu un chemin. Et ce que je crois aujourd'hui être attendu par les Français, c'est justement cette espèce d'explication de où on emmène la France et les Français en général. Et c'est ce qu'on n'a jamais eu. On a très rarement eu des débats dans les dernières présidentielles sur la question de l'emploi, où se crée l'emploi, etc. Moi, je me souviens très bien d'avoir entendu le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, à peine nommé Premier ministre, dire devant un parterre de chefs d'entreprise qu'ils allaient résoudre le problème du chômage en créant les emplois d'avenir. Donc il y avait une erreur de diagnostic au départ qui était absolument incroyable. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu déjà la compréhension que ces emplois d'avenir, d'abord, ne sont pas des vrais emplois et que derrière, ça ne résoudrait jamais le problème du chômage. Mais vous voyez, il a fallu qu'il y ait 2 ans et demi qui se passent pour qu'ils se disent « Oula, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on baisse les charges et qu'on imagine le CICE pour empêcher que déjà on détruise encore plus d'emplois. » C'est même pas pour en créer plus, c'est ne serait-ce que empêcher d'en détruire. Donc là, il y a une vraie question. Il n'y a pas que la question du programme des partis politiques, il y a une question de consensus entre la gauche et la droite qui n'existe pas sur ces fondamentaux, et contrairement à d'autres pays. Moi, je ne considère pas que la réforme soit spécialement de gauche ou de droite, je ne considère pas qu'à droite, il soit meilleur pour baisser la dépense publique. Ce que j'ai pu observer et que j'explique dans le livre, c'est que finalement, nous n'avons pas, contrairement aux anglo-saxons ou aux scandinaves, ce minimum de socle de réflexion commune disant, bah oui, par exemple, 5,4 millions d'agents en France, bah c'est trop. Voilà. Et ça devrait être partagé à la fois à droite et à gauche. Et c'est un problème de voir qu'on n'a pas cette démarche. Que s'est-il passé dernièrement sur la question du nombre d'élus, par exemple, aussi, où quand vous interrogez en off la plupart du personnel politique, ils vous disent bah, bien sûr, on a trop d'élus en France. C'est évident. Mais que s'est-il passé au départemental? On a réduit par 2 le nombre de cantons et on a augmenté le nombre d'élus. On en avait 4054, on est passé à 4158 au niveau des élus départementaux. Donc, on se rend compte que même si dans des éclairs de lucidité plutôt en off, pas devant les caméras, pas devant les micros, on va pouvoir avoir de la gauche ou de la droite, notamment des parlementaires, des ministres ou des anciens ministres, l'idée que oui, il faut réduire le nombre d'échelons, oui, il faut réduire le nombre d'agents, oui, il faut réduire le nombre d'élus, il n'y a pas ce discours-là officiellement. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne réduira pas la dépense publique de manière magique. Ça n'existe pas. Il faudra faire ce travail-là. Et je crois qu'ailleurs, il n'y a pas ce problème-là.
Chez les Britanniques, ils ont baissé le nombre d'agents et ça n'a pas posé un problème énorme. Et la plupart des pays sont revenus sur le statut de la fonction publique, et même en Suisse, ça a été une demande des citoyens dans le cadre d'une votation votée à 67% par les citoyens suisses pour la suppression du statut public, et maintenant c'est des embauches sur des contrats de droit privé. Donc toutes ces questions-là aussi, à un moment, et je pense que les syndicats seraient étonnés de voir la réponse en France sur ces questions, parce que c'est en train de basculer dans l'opinion. Après, je crois qu'il faut qu'on exige un débat public, et c'est le rôle aussi des think tanks comme la Fondation IFRAP, un débat public de qualité qui va au fond des sujets pour les prochaines législatives et les prochaines présidentielles. Parce que ce qu'on a vu les dernières fois n'était pas à la hauteur des enjeux et n'était pas assez préparé. Et je crois qu'ensuite, le blocage, vous le connaissez tous, il est aussi syndical. Et là, il y a une énorme réforme à faire. C'est le problème du financement aussi de nos syndicats. Parce que les forces du blocage, c'est tripartite, hein, il y a nos élus qui n'ont pas vraiment envie de réduire le nombre de communes, de réduire le nombre d'échelons, de réduire leur pouvoir, etc. Il y a nos agents, évidemment, qui n'ont pas envie de changer de statut, qui n'ont pas envie d'être flexibles, d'être mobiles, etc. Et d'être évalués à la performance et d'être potentiellement gérés par des entités privées s'il y avait des délégations de services publics, etc. Mais il y a aussi nos syndicats qui n'ont pas du tout envie de perdre le pouvoir qu'ils ont sur une grosse majeure partie de la dépense sociale, qui est co-gérée par le paritarisme, et ça j'en parle sur un chapitre entier, et qui permet aussi le financement de nos syndicats d'une manière assez conséquente. Et là, on le voit bien sur les caisses primaires d'assurance maladie, sur les CAF, sur tous ces organismes, c'est une vraie boîte noire. On n'arrive pas à obtenir les comptes, on n'a pas d'informations sur la gestion, on ne peut pas comparer. Moi, j'ai réussi à obtenir une dizaine de comptes de caisses primaires d'assurance maladie ou de caisses d'allocation familiale sur une centaine. Hein. Et encore, on nous répond que c'est scandaleux de demander ces documents. Donc là, le syndicalisme, à la fois patronal et salarial, est aussi co-responsable de la dérive de nos finances publiques. Parce que qu'est-ce qui dérive tous les ans? Le plus, ce sont les dépenses sociales. Et on est à 34% du PIB en dépenses sociales. Il y a certes les dépenses des collectivités locales qui dérivent, mais les dépenses sociales aussi. Donc là, il faut aussi mettre chacun de ces, chacune de ces puissances importantes qui sont plutôt favorables globalement à l'immobilisme devant leurs responsabilités. Et dans les années qui viennent, on va voir évoluer énormément le paritarisme, la gestion paritaire de tous ces organismes sociaux. On verra évidemment évoluer le financement des syndicats parce que le système tel qu'il est ne peut plus tenir, dans la mesure où quand vous voyez que des choses qui peuvent se décider en dehors du gouvernement, par exemple dans les relations sociales, sur la question de la flexibilité du marché du travail, sur la question des seuils sociaux, on l'a vu dernièrement, ça a échoué. Pourquoi? Parce que on n'est pas en fait dans du dialogue social, on est dans de l'affrontement social en permanence. Et ça, on le voit aussi au sein des entreprises. Donc là, il y a trois leviers qui sont absolument fondamentaux. Et j'espère que dans la campagne de 2017, on verra ces sujets sortir. Alors ça, je vais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, parce que, toujours pareil, hein, comment on fait pour faire en sorte de réduire le nombre d'agents, comment on fait pour faire en sorte que le financement des syndicats bouge. Agnès faisait référence à un rapport que vous avez dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le rapport Perruchot, 2011. Il a été mis sous scellé parce qu'il y a l'unanimité des parlementaires, il a été décidé de ne pas le sortir. Je vous invite à regarder les 261 pages du rapport, c'est assez édifiant, c'est un peu fastidieux, mais c'est quand même édifiant sur effectivement les problématiques de transparence des syndicats aujourd'hui. Chez nous citoyens, on a fait des propositions sur ce domaine-là, qui sont des propositions un petit peu choc, mais qui correspondent à des expériences vécues dans certaines entreprises qui ont une certaine latitude pour pouvoir impliquer mieux les syndicats. Il ne faut pas se leurrer, hein. Dans une entreprise, un syndicat, ça fonctionne bien.
parce que beaucoup de syndicalistes qui sont opérationnels en entreprise ont envie de défendre les salariés de leur entreprise et ont envie que la boîte marche bien. Il faut arrêter les poncifs sur le thème que les syndicats nuisent à la compétitivité. C'est vrai dans beaucoup d'endroits, c'est pas vrai dans beaucoup d'endroits. Et dans les endroits où ça marche, qu'est-ce qui s'est passé? Les syndicats sont impliqués dans la gestion. Beaucoup plus qu'ils ne sont. Sur un mode beaucoup plus intelligent, avec quelquefois un accès au conseil d'administration. Nous, on propose deux choses assez phares. Première chose, c'est effectivement d'avoir une espèce de cessez-le-feu idéologique par rapport à ce dialogue social qui n'arrive pas à se faire en France. Le problème de l'emploi ne se résoudra pas par les entreprises seules, pas par les syndicats seuls, et certainement pas par le gouvernement seul. Si ces trois-là n'arrivent pas à se parler, ça ne marchera jamais. Quand on voit la manière dont ça se passe aujourd'hui, où chacun défend sa partition, défend son petit avantage idéologique, que ce soit effectivement les syndicats d'ailleurs patronaux ou les syndicats d'ouvriers ou de salariés, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu idéologique de manière à ce que chacun puisse prendre ses responsabilités et faire des concessions. Les concessions des syndicats, c'est revenir sur un ensemble d'avantages acquis, notamment sur les seuils sociaux, sur les seuils sociaux qui existent dans les entreprises. Vous savez que dans les entreprises de 50 salariés, il peut y avoir 28 salariés protégés. C'est quand même hallucinant. Quand même, hein. Donc à partir de là, ça donne beaucoup de flexibilité sur l'emploi, c'est très clair. Hein. Mais il faut que les patrons puissent impliquer plus, on l'évoquait, les syndicats dans la gestion d'entreprise et ne les mettre pas toujours devant le fait accompli sur le thème, de toute façon c'est moi qui dirige et ils n'ont rien à dire. Donc il y a des efforts à faire de part et d'autre. Et il faut aussi que le mode de financement soit complètement modifié. Nous, on préconise le chèque syndical pour que chaque salarié puisse choisir son syndicat de manière obligatoire et anonyme, parce que l'entreprise n'a pas à le savoir, de manière à ce qu'on augmente considérablement le nombre d'adhérents des syndicats, pour qu'au lieu d'être aujourd'hui à des financements de leurs cotisations qui voisinent entre 7 et 30%, selon les syndicats, 7 et 30% du financement des syndicats vient de leurs adhérents. Effectivement, ça crée des situations un peu compliquées de conflit d'intérêts. Il faudrait que ce soit 100%. Ça aurait une autre vertu, ça permettrait de voir quels sont les syndicats qui sont réellement représentatifs. Donc aujourd'hui, 8% de syndiqués en France, ça ne peut pas être considéré comme représentatif, et pourtant ça permet de bloquer la France. Donc ça, c'est effectivement une réforme avec des propositions concrètes que l'on a. Alors par rapport au positionnement droite-gauche, il est clair que nous, citoyens, on essaie de ne pas être là-dedans. On a un positionnement social-libéral. Les deux mots sont importants. Alors vous allez dire, mais Valls revendique social-libéral. Bah, tant mieux. Je veux dire, plus on aura qui le revendiquera, mieux ce sera. Valls a repris des éléments de langage de nous citoyens. Bruno Le Maire a repris des éléments de langage de nous citoyens. Le problème d'un Valls aujourd'hui, c'est qu'il est empêché. Donc, en dehors de quelques postures un peu autoritaires, mais c'est pas grave, vaut mieux trop d'autorité que pas d'autorité comme on l'a vécu pendant 3 ans. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, social-libéral, ça veut dire qu'il faut libérer les freins à la création de richesse, et il n'y a pas besoin d'augmenter le déficit public pour ça. Il faut juste faire un cessez-le-feu idéologique et savoir qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise pour qu'elle se développe, et il faut par ailleurs qu'on remette l'humain au centre du projet, pour ne pas gâcher les ressources humaines, les richesses humaines. Quand on réduit le nombre d'agents, ça peut se faire dans des pays qui ont retrouvé de la croissance. Parce qu'on est capable de faire en sorte, on va dire, d'aller faire en sorte que ces personnes-là arrivent à se recycler par ailleurs. Il y a un endroit en France où on l'a bien fait. Bon, c'est bizarre, c'est là où il n'y a pas de syndicat, hein, c'est la Défense. La Défense a été, vous savez que ça s'est réduit considérablement le nombre des effectifs en 10 ans sur la Défense. Il n'y a pas eu de drame social. Parce que ce sont des gens qui, en général, dans la défense, sont des gens très formés, très pointus, et qui n'ont pas eu de mal à se retrouver en entreprise. Il y a eu des processus d'accompagnement très forts pour pouvoir d'ailleurs faire en sorte qu'ils se recyclent. Mettons en place les dispositifs d'accompagnement qui vont bien, et la baisse du nombre d'agents qui est nécessaire, d'agents publics, ne sera pas un drame social tel que certains l'annoncent. Le mot de la fin, c'est remercier Agnès d'avoir bien voulu nous rejoindre ce soir, avec toute sa fraîcheur habituelle. Orléans, c'est à côté du cinéma de Bavarois. J'y ai pensé, je me suis dit, franchement, parce que